Qui dit fin d'année dit forcément bilan. Et tout de suite, on va se concentrer sur l'économie française. Crise des gilets jaunes, guerre commerciale États-Unis, Chine, Brexit, grève contre la réforme des retraites. Dans l'actualité, 2019 aura été une année chahutée sur le plan économique. Mais avec quel impact sur la croissance? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'économiste Jacques Sapir. Bonsoir Jacques. Bonsoir David. Merci d'être avec nous sur RT France ce soir. Alors Jacques, 2019 restera-t-elle comme un grand cru pour les économistes? Alors, on va se souvenir de cette année, ça c'est certain. On s'en souviendra d'une année qui a commencé sur les ronds-points avec les Gilets jaunes et qui se termine dans des grandes manifestations, justement, contre la réforme des retraites. Économiquement, il est beaucoup plus douteux que l'on garde un bon souvenir de cette année, ne serait-ce que parce que c'est une année qui a été marquée par une très faible croissance, mais qui a été aussi marquée par un contexte politique et économique compliqué au niveau international. Alors Jacques, je vous propose de voir quelle perception justement les Français que nous avons croisés ont-ils de leur économie, un État étroitement lié à la politique économique d'Emmanuel Macron. Nous leur avions déjà posé la question ces dernières semaines. Regardez. D'un point de vue économique, je dirais que c'est plutôt négatif. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il y a des engagements qui n'ont pas été tenus et qu'il a montré clairement que, en fait, il ne travaillait pas forcément pour les intérêts des gens qui l'ont élu. Il faut attendre bien sûr un peu de temps. C'est clair qu'il y a eu des simplifications et il y a également eu des changements sur les taxes, plus d'autres changements à venir. Ici, on voit que les prix augmentent, alors le salaire reste toujours relativement bas, donc c'est la vérité. On n'a pas connu non plus une grande hausse économique comme il l'avait promis. On n'a pas non plus une grosse hausse de l'emploi. On voit qu'il y a un niveau, un accroissement de la précarité, notamment chez les Français, qui est extrêmement important. Chez les jeunes diplômés aussi, qui ont fait un nombre assez important d'études. Il y a eu un mouvement des gilets jaunes assez important. Ça a relâché des sommes qui n'étaient pas prévues de relâcher, probablement dans le bon sens. Ces mesures ne vont pas forcément être reconduites, donc c'est une mesure ponctuelle et qui ne va pas complètement réduire ces inégalités. Alors Jacques, quelle réaction vis-à-vis de ces propos? On retrouve en fait tous les mots-clés de cette année, en particulier le mot de précarité. On retrouve aussi, bien entendu, des sentiments assez mitigés, en particulier sur la question de l'emploi, des effets de la politique d'Emmanuel Macron sur l'économie. Alors Jacques, on va commencer par la croissance. Que s'est-il passé durant ces 12 derniers mois? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la croissance qui était relativement élevée en 2017 a commencé à décroître de manière extrêmement rapide à partir du début de l'année 2018. On le voit là, par exemple, ce sont des statistiques trimestrielles de la croissance et on voit une chute extrêmement forte au premier trimestre de 2018 et après une croissance qui se stabilise autour de 0,3% par trimestre, ce qui nous donne effectivement un taux de croissance de 2,3% en 2017, qui passe à 1,7% en 2018 et qui sera, maintenant c'est à peu près sûr, à 1,3% en 2019. Ce n'est pas particulièrement brillant et on voit que Emmanuel Macron est très loin d'avoir libéré, comme il le voulait, les énergies de l'économie française. La croissance, on l'a vu. Qu'en est-il du chômage, Jacques ? Alors là aussi, sur la question du chômage, on ne peut pas dire que ce soit une catastrophe, mais le résultat n'est pas non plus très brillant. Regardons les nombres de demandeurs d'emploi. Alors, pour les demandeurs d'emploi qui sont au chômage, ça stagne, ça baisse un tout petit peu, mais on reste quand même au-dessus de 3 600 000 personnes au chômage sans emploi. On a 2 millions de personnes, 2 100 000 qui sont des demandeurs d'emploi et qui travaillent à temps partiel subi, c'est important de le signaler. Alors parfois ces temps partiels peuvent être de seulement quelques heures par mois, parfois ça peut être l'équivalent d'un mi-temps, et on a toujours un petit nombre de gens qui sont demandeurs d'emploi, mais tout en étant en emploi, et ça couvre plus précisément des emplois précaires ou par exemple des contrats aidés qui sont soutenus par le gouvernement. Alors, globalement, ces chiffres, je le répète, ne sont pas catastrophiques, mais il faut aussi rappeler qu'il y a eu toute une série de réformes qui ont été faites au niveau de Pôle emploi et que les radiations des demandeurs d'emploi ont nécessairement
augmenté. Donc, on peut craindre que ceci explique cela. Si on va plus en profondeur, qui est-ce qui explique concrètement ces résultats en demi-teinte, Jacques? Alors, grosso modo, la croissance, elle fait toujours référence à ce qu'on appelle des facteurs de croissance chez les économistes. Il y a essentiellement 3 facteurs de croissance. Le premier, c'est évidemment la demande intérieure. On le voit, la demande intérieure était très forte. En 2017, elle était d'ailleurs à 2,3%. Et c'est elle qui explique globalement la croissance du PIB. Cette demande s'effondre en 2018, elle remonte un petit peu en 2019. Pourquoi? C'est l'effet des mesures qui ont été prises au moment du mouvement des Gilets jaunes, ces fameux 17 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française. Le commerce extérieur, qui avait tiré un petit peu la croissance et qui avait donc compensé cette chute de la demande intérieure en 2018, au contraire, freine la croissance en 2019, et c'est la même chose pour les variations de stock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, globalement, il n'y a pas assez de croissance, il n'y a pas assez de demande intérieure en France, ce qui s'explique donc dans l'évolution de cette demande intérieure, et qu'il y a un véritable problème de compétitivité de l'économie. Donc paradoxalement, le mouvement des Gilets jaunes était bénéfique pour l'économie française, si on comprend bien. Tout à fait, tout à fait. Mais alors cette retombée brutale du commerce extérieur ne serait-elle pas due au Brexit ou aux mesures protectionnistes de Donald Trump? Alors c'est quelque chose que l'on entend effectivement, mais qu'il est extrêmement difficile de prouver. En effet, quand on regarde le mouvement des exportations et le mouvement des importations, il continue à s'accroître. On exporte aujourd'hui plus qu'on exportait au premier trimestre 2017 et on importe aussi plus qu'on importait au premier trimestre 2017. En réalité, le Brexit n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait pas quels seront ses résultats sur l'économie française et les mesures de Donald Trump, pour l'instant, n'ont pas eu réellement d'impact sur l'économie française. Alors, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on voit que les exportations qui montaient grosso modo jusqu'à la fin de 2018, depuis le début de l'année 2019, sont à peu près stables, alors que nos importations continuent d'augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie française a un véritable problème de compétitivité internationale, et cette question de la compétitivité internationale, on le sait, elle est liée à la surévaluation que l'euro impose, justement, pour l'économie française. Et si la compétitivité de l'économie se détériore, est-ce que ça n'a pas à voir avec l'investissement, finalement? Bien sûr, il y a aussi le problème de l'investissement. Et là encore, les mouvements de l'investissement montrent qu'on est plutôt aujourd'hui dans une période descendante. Regardez, dans les, grosso modo, 3 dernières années du mandat de François Hollande, l'investissement, qu'il s'agisse de l'investissement global ou de l'investissement en construction, cet investissement avait tendance à monter. Alors bien sûr, la courbe est très hachée, mais globalement, elle avait tendance à monter. Et puis, à partir du moment où Emmanuel Macron a été élu, on voit que cet investissement se met à ralentir, sa croissance est beaucoup plus faible. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant quand on sait que nombre de mesures qui ont été prises fin 2017 et début 2018, comme par exemple la réforme du marché du travail, ont été prises, soi-disant, pour développer l'investissement en France. C'est très exactement le contraire qui s'est passé. Mais alors, comment on explique ce freinage? C'est l'élection d'Emmanuel Macron qui a fait tout baisser, non? Alors, il y a en fait 3 raisons. La première raison, c'est que les gens qui investissent, les entrepreneurs, n'ont pas confiance dans l'avenir. Et on le voit d'ailleurs si on regarde les différentes données qui portent sur l'état d'esprit des entrepreneurs aujourd'hui. Pourquoi n'ont-ils pas confiance dans l'avenir? Eh bien, essentiellement parce qu'ils voient que le pouvoir d'achat en France n'augmente pas assez. Et ça, c'est la deuxième raison. En réalité, si on veut que les entreprises investissent, eh bien, il faut qu'elles aient des perspectives de développer leur production. Or, avec une demande intérieure qui stagne ou qui n'augmente pas de manière suffisante, eh bien, évidemment, ces conditions ne sont pas remplies. Troisième raison, c'est là encore la question de la compétitivité internationale de l'économie, ce que l'on voit d'ailleurs sur le déficit extérieur de l'économie française, et on constate que là encore, la compétitivité internationale de l'économie, à cause de ce problème de taux de change qui est lié à l'euro, eh bien cette compétitivité internationale freine en réalité l'investissement. Eh bien justement, comment se compare la situation de la France par rapport aux autres grandes économies?
Et c'est un paradoxe, c'est que la France, même si elle a des résultats médiocres, pourrait apparaître en Europe comme relativement privilégiée. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pays, l'Italie et l'Allemagne. Alors l'Allemagne, première économie de la zone euro, l'Italie, troisième économie, c'est pas rien, néanmoins, qui sont quasiment en récession. On le voit, autant ils avaient des croissances relativement importantes en 2017, autant ils sont aujourd'hui à peu près à zéro. Face à cela, il n'y a qu'un pays qui maintienne justement une croissance forte, ce sont les États-Unis, dont la croissance est nettement supérieure en 2018 et en 2019 aux autres pays, disons aux pays de l'Union européenne. Et alors, la Grande-Bretagne, on le voit aussi, du fait des incertitudes liées au Brexit, alors incertitudes qui maintenant sont levées depuis l'élection générale qu'a remportée Boris Johnson, eh bien, la croissance de l'économie britannique était très heurtée, mais malgré tout, si on fait la moyenne de ces résultats, elle reste à peu près égale, voire légèrement supérieure à la croissance de l'économie française. Alors du coup, à quoi peut-on s'attendre pour l'année 2020, Jacques? Alors si on se projette en 2020, il faut là regarder les prévisions qui sont faites par l'INSEE, et ces prévisions ne sont pas bonnes, ou plus précisément, l'INSEE prévoit une année 2020 qui serait au mieux une sorte de répétition de l'année 2019, avec une croissance autour de 1,3%. Elle sera peut-être même légèrement inférieure, parce qu'il faut savoir que depuis 3 ans, les différentes prévisions ont toujours été un peu trop optimistes par rapport à la réalité. Et globalement, nous allons nous retrouver en fait dans une espèce de trappe à très faible croissance qui existe, je dirais, malgré les réformes d'Emmanuel Macron, ou peut-être du fait justement des réformes qu'a prises Emmanuel Macron. Donc si on comprend bien, Jacques, l'année 2020 s'annonce comme celle de tous les dangers. Absolument. Merci beaucoup, Jacques Sapir, de nous avoir éclairé. À très bientôt sur RT France. Merci David.